Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, bienvenue pour donc notre nouveau rendez-vous sur la rubrique Science et Torah. On continue avec la théorie de l'évolution. On va parler un petit peu maintenant de ces ancêtres supposés disparus, mais qui sont toujours parmi nous. On va d'abord situer le problème dans une chaîne de problèmes plus vaste, qui frappe de plein fouet les bases même de la théorie de l'évolution. On va le faire en citant Darwin lui-même, qui, lorsqu'il disait ce que je vais vous lire maintenant, prédisait en quelque sorte sa propre fin. Voici ce que dit Darwin. On est ici en 1859, donc Darwin vient de publier De l'origine des espèces, et il s'explique sur sa théorie. Les chaînons, on parle de chaînons manquants, parce qu'à cette époque-là, on conçoit l'évolution comme une chaîne évolutive. Cette idée va être complètement, eu égard au coup qu'elle va recevoir pendant 100 ans, va être complètement abandonnée par la suite, mais pour l'instant, la théorie d'évolution doit prouver qu'il y a des chaînons manquants. Et Darwin dit ceci. Les chaînons ne présentent pas, entre les espèces actuelles et les espèces passées, toutes les gradations infinies et insensibles que réclame ma théorie. Et c'est là, sans contredit, l'objection la plus sérieuse qu'on puisse lui opposer. Alors reprenons. Les chaînons ne présentent pas, entre les espèces actuelles et les espèces passées, toutes les gradations. La chaîne de l'évolution supposait qu'il y ait des gradations. Il fallait donc trouver des espèces intermédiaires, des fossiles d'espèces intermédiaires. Or, dans les années 1860, 70, 80, 90, c'est les années qui suivent l'apparition de l'origine des espèces, on se lance dans la chasse aux fossiles. On a, depuis l'apparition donc de cet ouvrage de base de la théorie évolutionniste, on a trouvé des millions de fossiles. Est-ce qu'on a trouvé des gradations infinies? Est-ce qu'on a trouvé des fossiles d'espèces intermédiaires? Jamais. On le verra un petit peu plus tard, mais tous les cas de soi-disant fossiles intermédiaires sont faits la plupart du temps des supercheries ou des refabrications comme l'Archéoptéror, qui a été trouvé en 1999 en Chine, et qui était en fait l'assemblage d'un oiseau, un oiseau prédateur, qui mangeait les poissons, et la queue d'un lézard. Donc c'était une reconstitution, et c'était une supercherie qui a entraîné d'ailleurs les excuses des journaux scientifiques qui avait présenté donc cet animal comme étant une espèce intermédiaire. Le fossile avait été acheté, soit dit en passant, pour 800 000 $. C'est-à-dire que c'était une véritable escroquerie qui a coûté cher à tout le monde, y compris donc au monde de la science. Donc rien n'a changé, en fait, depuis que Darwin a posé cette constatation et cette prophétie. Si on ne trouve pas de fossiles intermédiaires, de fossiles d'espèces intermédiaires, ma théorie se casse la figure. Et effectivement, on n'a toujours pas trouvé. Alors, les évolutionnistes vont tenter de parer ces coups-là, avec notamment, pour expliquer le passage des poissons aux amphibiens. Les poissons, c'est donc des êtres qui vivent dans l'eau avec des petites nageoires. Les amphibiens, c'est des êtres vivants qui vivent dans l'eau ou sur Terre et qui ont donc des pattes. Et donc, pour expliquer la théorie de l'évolution, Darwin et les évolutionnistes un petit peu plus tard vont situer donc la phase transitionnelle autour d'un poisson qui s'appelle le célocanthe. Alors, le célocanthe, le voilà. Dites bonjour, c'est notre ancêtre, c'était il y a 60 millions d'années. Il était censé avoir disparu il y a environ 60 millions d'années. Le seul problème, c'est qu'en 1938, on a repêché un célocanthe au large des Comores. Depuis, on en a repêché beaucoup. En 1952, et même dernièrement, on a donc repêché aujourd'hui plusieurs milliers d'exemplaires donc, de cette espèce soi-disant disparue. Et donc, on va pouvoir l'examiner. Alors c'est Barbara Stahl qui parle. Barbara Stahl, c'était une des premières biologistes évolutionnistes du XXe siècle. Et regardez ce qu'elle dit au sujet donc de ce célocanthe qui serait supposé être notre ancêtre. On allait enfin pouvoir vérifier les hypothèses de ce poisson. Ces parties dures qui avaient été retrouvées dans des fossiles présentaient soi-disant des caractéristiques intermédiaires entre les poissons et les amphibiens. Entre parenthèses, lorsque dans le vocabulaire évolutionniste on parle de intermédiaire, c'est tout à fait arbitraire. Parce qu'il n'y a aucune raison logique de penser que des individus qui se ressemblent ont des liens de parenté. Pour imaginer, on pourrait dire par exemple que je pourrais rencontrer mon sosie, qui aurait 40 ans de plus que moi. Est-ce que ça voudrait pour autant dire que c'est mon père? Des sosies, il en existe un petit peu partout. Il n'y a pas forcément de lien de parenté entre des gens qui se ressemblent. Alors on a examiné les parties molles, c'était ça qui nous intéressait, puisque dans les fossiles, on avait vu les parties dures du célocanthe. Et on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte notamment que la veine qui draine la paroi, donc dans le cœur, n'était pas située au bon endroit. Celle qui notamment desservait le poumon. Le cœur également, il était également caractéristique des poissons par son absence de division entre côté gauche et côté droit. Caractéristique des poissons, ce n'était pas un cœur d'espèce intermédiaire, c'était le cœur d'un animal nommé poisson, qui a donc un cœur qui n'est pas divisé entre côté gauche et côté droit. L'intestin également est d'un type commun à tous les poissons. Donc elle conclut, rien,
une immense déception. Le coélocante n'est probablement pas l'ancêtre des amphibiens. Malgré ce que ces parties dures suggéraient, on ne connaît toujours aucun fossile dont les caractéristiques soient vraiment intermédiaires entre les poissons et les amphibiens. Et depuis, on n'en a pas découvert, je vous rassure tout de suite. Ce qui signifie donc qu'on est ici en présence d'une manipulation conceptuelle, puisque là, vous avez ici, non pas une déclaration de principe, mais un fait scientifique qui parle contre la théorie de l'évolution. Parce que la théorie de l'évolution, elle tient sur ce type de moment, à savoir qu'il faut pouvoir expliquer les phases de l'évolution. Or, ce moment qui était un moment capital n'a pas pu être démontré. Dans la même veine, je voudrais vous montrer ici un numéro spécial de la revue Science et Avenir qui relate 10 brèves histoires, en fait 10 faits scientifiques qui ont marqué l'histoire scientifique du XXe siècle. Parmi ces faits scientifiques, il y a ceux qui donc confirment certaines théories, par exemple comme le Big Bang, ou d'autres qui infirment certaines théories, comme par exemple un des moments les plus importants de la théorie de l'évolution, qui sont les différents moments de la sélection naturelle. Il fallait avoir des preuves de la sélection naturelle. En 1950, on était près de 100 ans après la sortie donc, de l'origine des espèces, on n'avait toujours pas réussi à prouver la sélection naturelle. À savoir que la nature fabriquait toute seule, comme ça, des avantages acquis qui permettaient à certaines espèces de survivre. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Kettlewell, qui est un entomologiste, un spécialiste des animaux, la vie animale, qui va donc tenter une expérience à Birmingham, en Angleterre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va élever des chrysalides, ces papillons. Et il va donc les lâcher dans les bois, près de Birmingham. Il va choisir 2 types de bois. Il y a des bois en zone polluée dans lesquels les troncs sont plutôt foncés, et il y a des bois en zone rurale, donc où les troncs sont plutôt clairs. Il va lâcher donc ces chrysalides dans ces bois-là, et voici ce qui va se passer. Dans les bois qui se trouvent en zone polluée, où les troncs sont foncés, les papillons clairs sont plus facilement mangés et reconnus par les oiseaux, et donc ne peuvent pas s'adapter. Par contre, dans les zones rurales, où là les troncs sont plus clairs, les papillons foncés vont être plus rapidement chassés, mangés et détruits par les oiseaux. Donc, hurrah, on a réussi à prouver la sélection naturelle. Voici ce que dit au sujet de cette expérience Science et Avenir, qui raconte donc, sous la plume de Jean Guyon, un professeur de la Sorbonne à Paris 1, qui raconte ce qu'est exactement cette expérience. Je vous lis maintenant l'introduction de l'article. Si l'expérience de Kettlewell, réalisée dans les années 50 sur les phalènes du bouleau, c'est le nom de ce papillon, a été tenue pour la première preuve expérimentale de la sélection naturelle, elle est en passe de devenir un mythe scientifique. Un mythe scientifique, c'est-à-dire un mensonge. Autrement dit, c'est-à-dire que cette expérience n'existe pas. Elle figure, cette expérience, avec ces photos de papillons, notamment ce type de photos-là, elle figure dans tous les livres de sciences naturelles comme étant une des preuves de la théorie de l'évolution, et notamment dans ce moment de cette théorie qui s'appelle la sélection naturelle. Et Jean Guyon explique pourquoi. Il dit, la première chose qu'on a reproché à Kettlewell, c'était la méthode de lâchage des papillons. Il les a relâchés en plein jour, évidemment, ils sont venus se poser sur les troncs de manière bien visible. Ce sont les hommes qui les ont lâchés. Et il ajoute, pour conclure cette partie-là de l'article, ceci n'est pas un cadeau que la nature leur fait, mais bien un cadeau que l'homme fait aux oiseaux. Il n'y a pas de sélection naturelle. Mais il ajoute aussi autre chose qui est, à mon avis, beaucoup plus troublant, et qui, à mon avis, doit nous faire réfléchir un petit peu sur la manière dont travaillent certains scientifiques. Les photos qui figurent sur tous les livres de sciences naturelles présentent ces papillons, les phalènes du bouleau, avec les ailes légèrement ramenées et non pas déployées. Or, on sait, disent les entomologistes, que lorsque les papillons reposent sur les arbres, ils reposent ailes déployées. Comment se fait-il donc que les images présentes sur 2 livres de sciences naturelles et qui relatent cette expérience nous présentent un papillon aux ailes légèrement ramassées, qui a l'air plutôt contracté? Réponse de Jean Guyon dans ce numéro spécial de Science et Avenir. On peut donc se demander si les spécimens représentés n'étaient pas morts ou gravement débilités. Donc, autrement dit, posés sur des troncs clairs ou sur des troncs foncés, il n'y avait ici aucune sélection naturelle, il n'y avait rien du tout, il y avait simplement ici des individus qui étaient morts et qui n'étaient pas du tout représentatifs de ce qui pouvait se passer donc, dans l'expérience. On aurait en quelque sorte relâché des papillons qui de toute façon seraient morts assez rapidement. Puis il continue. On sait d'ailleurs qu'en fait plusieurs des photos de Kettlewell ont été réalisées en laboratoire dans le but de représenter au mieux les choses. Je répète, on sait d'ailleurs qu'en fait plusieurs photos de Kettlewell ont été réalisées en laboratoire dans le but de représenter au mieux les choses. Science et Avenir. C'est pas un journal de Méa Harim. Et la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est la question des diverses supercheries et manipulations de tous ceux qui tiennent absolument à prouver cette théorie, qui tiennent absolument à nous prouver, à nous montrer par tous les moyens possibles et imaginables que cette théorie est vraie. On a ici
une manifestation évidente de mauvaise foi, et c'était tellement criant que depuis les années 50, d'ailleurs, la théorie de l'évolution a complètement évolué, on est passé au néo-darwinisme, on s'y intéressera bientôt, et là encore, on va voir qu'on est non plus cette fois-ci forcément dans les manipulations grossières qu'on a pu observer au début du XXe siècle, mais dans des manipulations un petit peu plus fines, qui touchent au vocabulaire de présentation de la génétique moderne. Je vous dis à très bientôt.